bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce débat des rencontres capitales consacré à l'avenir de l'hôpital. Vu l'affluence à ce débat, j'imagine que ça montre l'intérêt un petit peu de ce sujet et son importance. On va faire un petit retour en arrière. Nous sommes en avril 2019 et tous les soirs, les Français se pressent à leurs fenêtres pour applaudir les soignants de l'hôpital. 18 mois plus tard, les soignants de l'hôpital en ont leur claque. Aujourd'hui, malgré les revalorisations du Ségur de la santé, le moral des soignants est au plus bas. Je dirais que le jargon est à la mode, tous les indicateurs de l'hôpital sont au rouge. Alors, ces dernières semaines, on assiste à des démissions de personnel en cascade. On voit que les établissements ont des difficultés à recruter. Les vacances de postes sont plus longues, au point même que le gouvernement a repoussé l'encadrement de l'intérim médical. Le taux d'absentéisme est historique, à un niveau de 11% au niveau national. Et du fait du manque de personnel, les établissements sont amenés à fermer des lits à un niveau important, de 6 à 20% des lits des établissements publics français seraient fermés aujourd'hui. Alors les difficultés elles ne datent pas d'hier, hein. Ça fait quelques années qu'il y a des tensions à l'hôpital. Et déjà en 2019, nos intervenants pourront reparler, les tensions étaient telles que de nombreux services, notamment des services d'urgence, s'étaient mis en grève pour dénoncer le manque de moyens et réclamer des lits. Alors malgré ces lacunes, on l'a vu, l'hôpital public a rappelé pendant la pandémie qu'il tenait un rôle important dans le système de santé français. Il a su se mobiliser, s'adapter, au point d'accueillir 84% des patients Covid hospitalisés. L'hôpital a tenu le choc, mais à quel prix ? Ces 1300 établissements publics se trouvent sans doute aujourd'hui à un moment charnière de leur histoire. Que faire pour sauver l'hôpital ? Comment le rendre plus attractif ? Comment faire en sorte que son organisation soit plus efficiente ? Comment redonner du sens au métier du soin ? Comment aider l'hôpital à remplir ses 3 missions cardinales que sont le soin, l'enseignement et la recherche ? Comment conserver un hôpital public ouvert à tous, et le tout idéalement en ne laissant pas trop filer le déficit. Bref, en 3 mots, comment réinventer l'hôpital ? C'est à toutes ces questions que les 6 invités de cette table ronde vont tenter de répondre cet après-midi, et je vais maintenant vous les présenter. Professeur Karine Lacombe, bonjour, vous êtes infectiologue, vous avez été une figure écoutée pendant la crise, vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, merci d'être là. Professeur Agnès Hartmann, vous êtes chef du service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière et vous avez fait partie des 1000 responsables de structures hospitalières qui avaient donné leur démission administrative en janvier 2019 pour dénoncer le manque de moyens. Et vous continuez d'agir d'ailleurs en ce sens au sein du collectif Interhôpitaux. Professeur Lacombe, vous aussi, vous avez été une des voix les plus en vue pendant la crise. Vous êtes dermatologue et spécialiste en pathologie infectieuse et tropicale. Vous avez dirigé vous avez été chef de service pendant 7 ans et demi à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes, depuis le début de cette semaine, à l'Hôtel Dieu. Monsieur le docteur Nicolas Fourreur, vous êtes médecin et vous dirigez le centre éthique clinique de la PHP. Merci d'être là. Professeur Daniel Couturier, vous êtes hépato-gastro-entérologue. Vous êtes chef de service à Cochin et vous avez travaillé 40 ans à l'hôpital. Votre regard sera intéressant, voir comment l'hôpital a évolué. Et vous êtes aujourd'hui membre de l'Académie de médecine. Et puis Jérôme Mali, vous êtes journaliste au Point, vous êtes le seul non-médecin de ce débat. Vous êtes le co-rédacteur en chef d'un classement des hôpitaux qui est très attendu tous les ans. Et vous êtes aussi un observateur attentif du système de santé. Alors, tous les 6, vous allez avoir une tâche un peu ardue parce qu'il va vous falloir en 1h30 réformer l'hôpital ou poser les bases d'une réforme qui pourrait être, par exemple, le programme santé d'un candidat à l'élection présidentielle. Alors le débat va se dérouler en 2 temps. D'abord, je vais vous interroger. Et puis aussi des étudiants qui, vous le savez, aux rencontres capitales, posent des questions aux intervenants. Voilà. Et puis nous aurons un 2e temps d'échange avec la salle. Alors, professeur Karine Lacombe, c'est avec vous que j'aimerais commencer ce débat. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, après cette dure épidémie, dans quel état vous êtes, vous, personnellement, et comment se trouve l'hôpital aujourd'hui, après cette épreuve ? Écoutez, moi, personnellement, ça va.
mais comme je pense que comme tout soignant, on est dans une grande ambivalence. Parce qu'on a vécu il y a 1 an et demi, alors en avril 2020, un événement traumatisant comme tous les Français, mais qui, je pense, a été également fondateur pour la communauté des soignants, parce que c'est exprimé peut-être pour la première fois dans une pandémie qui est la première qui nous touche dans nos générations. C'est exprimé énormément de solidarité, une capacité d'adaptation de l'hôpital public, bien sûr beaucoup d'empathie, une capacité d'innovation, et qui nous a porté pendant plusieurs mois et qui a fait qu'on a pu faire face à une première vague et puis à une deuxième vague, et puis s'est installée la fatigue. La fatigue qui est une fatigue physique bien sûr, mais également une grande fatigue psychologique, qui fait que petit à petit, devant le sentiment de retourner dans une espèce de monde d'avant, avec un hôpital alors qu'il était devenu relativement riche pendant la pandémie, puisqu'on a vu que très facilement on a pu faire face à des problèmes matériels pour lesquels on se battait depuis des années, des problèmes matériels qui ont été résolus extrêmement vite quand on était en situation d'urgence. On a vu que très rapidement on est retombé dans la situation où on était avant, où aucun des problèmes qui précédaient la pandémie n'ont été réglés. Et quand je parle d'ambivalence, c'est que actuellement on se dit comment a-t-on pu faire face à ce qui nous est arrivé à partir d'avril 2020 quand on voit le dysfonctionnement dans lequel on s'est installé de façon chronique. Un dysfonctionnement qui préexistait à la pandémie et qui est en train de s'aggraver, en particulier parce qu'on fait face à d'énormes problèmes en termes de ressources humaines. Je vous parlais tout à l'heure de fatigue physique, fatigue psychologique, qui est responsable d'un absentéisme relativement important, autant dans le personnel paramédical que le personnel médical. Par exemple, si je ne prends que l'exemple de mon service où fort heureusement personne n'est parti, il y a quand même un taux d'absentéisme important qui nous a placés en difficulté ces dernières semaines à cause d'accidents tout bêtes de la vie courante, mais qui n'arrivaient pas auparavant. Des personnes qui se tordent le genou, qui se tordent la cheville, qui ont aussi une espèce de fatigue qui les amène à devoir s'arrêter pendant plusieurs semaines, et avec des difficultés de remplacement. Difficultés de remplacement parce que l'appel à l'intérim, et c'est des choses extrêmement pragmatiques, l'appel à l'intérim est devenu très compliqué, parce que pour venir travailler à l'hôpital public, on a beaucoup de mal à trouver des soignants volontaires, même dans le cadre, bien sûr, de remplacements rémunérés. Donc, je dirais que ce que l'on a vu à l'occasion de cette pandémie, c'est combien la place de l'hôpital au cœur de la société était importante. Ça a ramené justement au cœur de la société la place de l'hôpital, dont on a vu que c'était un bien commun qui nous appartient à tous. Mais en nous appartenant à tous, ça veut aussi dire que on doit se battre pour que l'hôpital public aille mieux. Avant la pandémie, on s'était de nombreux soignants, et Agnès est vraiment là pour en témoigner, parce que ça a été l'une des figures qui a mené cette bataille pour l'hôpital public. On avait fait un diagnostic des problèmes auxquels l'hôpital public était confronté. On est en train de sortir petit à petit de la pandémie. Pour l'instant, il n'y a aucune solution qui a été apportée à ce diagnostic des malaises de l'hôpital public. Le plus aujourd'hui l'hôpital public et que vous souhaiteriez voir réformer? C'est difficile de vous dire ça en 3 mots. Je pense qu'il faut justement repenser l'hôpital public. Qu'attendons-nous de ce bien commun qu'est l'hôpital public? Comment voyons-nous le soin? Qu'est-ce que le soin pour nous tous dans les années à venir? On a tendance, en fait, à l'hôpital public à considérer la santé comme la présence d'une maladie. Mais la santé, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Si on reprend l'acception de l'OMS, par exemple, la santé, c'est le bien-être physique, mental, social. Ce n'est pas simplement la maladie. L'hôpital est aussi là pour ça, pour assurer ce bien-être physique, mental et social. Prendre l'hôpital comme le lieu où on ne va faire que guérir les maladies, c'est le réduire à un rôle qui est extrêmement caricatural. L'hôpital n'a sa place que dans un système de soins qui fonctionne. Ne peut fonctionner que si le système de soins, de façon globale, fonctionne. Or, on voit que, par exemple, le médico-social dysfonctionne, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'on a du mal à travailler à l'hôpital public. On pourra peut-être reparler des problèmes d'aval. Quand un patient arrive à l'hôpital public, on a beaucoup de mal à l'en faire sortir dans des conditions correctes en fonction de son état de santé. L'hôpital public est aussi un réceptacle des maux
MAUX de la société, et il n'a pas toujours les moyens, justement, financiers de faire face à ces maux qui sont la grande précarité, qui sont la vieillesse, la dépendance, la migration, qui nous imposent des prises en charge qui sont extrêmement différentes de ce que l'on peut avoir dans d'autres types de prises en charge médicales. Et c'est donc c'est à ces défis-là qu'il faut qu'on fasse face à l'avenir. Très bien, je vous remercie. Nous avions une question d'Alexia Seasso pour vous, qui est donc une des étudiantes du panel qui va vous interroger. Bonjour, donc je suis Alexia Seasso, psychomotricienne au centre hospitalier d'Aix-en-Provence. Je suis en parallèle un master international en psychomotricité. Donc je travaille à l'hôpital depuis 3 ans. Et suite au Covid, il y a eu le Ségur qui est apparu. Mais tout le personnel soignant n'a pas bénéficié justement du Ségur, notamment les structures médico-sociales, comme les CESAD, les CAMS, les EHPAD, pour ne citer qu'eux. Et je voulais vous poser comme question si justement ces oubliés du Ségur, de la santé, sont-ils l'illustration d'un système hospitalier public à plusieurs vitesses ? Alors, c'est une très bonne question, et d'ailleurs, sans connaître votre question, j'ai un peu anticipé la problématique dans laquelle vous vous placez, puisque j'ai replacé l'hôpital au cœur du soin en mentionnant l'importance du médico-social et justement du problème d'articulation qu'on avait avec le médico-social, et le dysfonctionnement d'un côté entraîne un dysfonctionnement de l'autre. Vous avez entièrement raison quand vous parlez du Ségur. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a des mesures du Ségur qui n'ont pas encore été appliquées, et les EHPAD et d'autres établissements médico-sociaux vont bénéficier des avancées, en particulier salariales, du Ségur. Donc on va pouvoir peut-être reparler de tout ça dans quelques mois, quand toutes les mesures auront été appliquées. Mais le diagnostic est extrêmement important. L'articulation du médical, du social, le soin qui est procuré, qui est délivré à la population en ambulatoire, donc en dehors de l'hôpital, à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux, sont complètement liés les uns aux autres. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas uniquement l'hôpital qu'on doit réinventer, c'est notre système de santé, bien plus large que l'hôpital. Avec la médecine libérale notamment, on dit toujours qu'il y a des patients qui ne peuvent pas être pris en médecine libérale qui viennent emboliser notamment les urgences. De toute façon, on est tous interdépendants. Un dysfonctionnement dans un secteur entraîne un dysfonctionnement dans un autre secteur. Très bien, merci beaucoup. Professeur Hartmann, il y a une semaine, dans Le Monde, paraissait une tribune dans laquelle une centaine de responsables de commissions médicales d'établissement réclamaient un choc d'attractivité pour l'hôpital public. Je vais citer leur tribune. Ils dénonçaient la longueur excessive des délais de rendez-vous, des attentes prolongées sur des brancards aux urgences, des interventions chirurgicales reportées, des transferts de patients d'un hôpital à un autre, parfois très lointain. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les pouvoirs publics ont réellement pris la mesure de la crise que traverse l'hôpital public ? Non, vous avez raison de poser la question. Ça y est, ça commence à être médiatisé, donc heureusement, parce que bien que c'est vrai que je fais partie de ceux qui ont lancé le mouvement collectif interhôpitaux suite aux urgences juste avant la première vague, où on avait tiré cette sonnette d'alarme sur la situation de l'hôpital public, où on sentait que le personnel était en extrême lassitude et que les gens prévoyaient de partir. Moi-même et le collectif, on est un peu abattus par la situation, réellement. Donc, on tire une sonnette d'alarme. On ne s'attendait pas à ce que les départs soient aussi massifs. Et actuellement, vous savez, on entend parler du nombre de lits. Jusque-là, on voulait fermer des lits à l'hôpital. Maintenant, ils se ferment tout seuls parce qu'il n'y a plus de personnel pour les faire tourner. Mais il n'y a pas que ça. Alors le nombre de lits fermés fait qu'on attend encore plus aux urgences puisqu'il n'y a plus de place maintenant pour rentrer dans l'hôpital et être allongé quelque part. Il y a aussi les blocs opératoires fermés. Et ça, ce n'est pas des lits. C'est des blocs opératoires fermés parce qu'il manque maintenant des infirmières de blocs opératoires qui sont parties, des infirmières anesthésistes qui sont parties. Donc on est nous-mêmes stupéfaits par la situation de l'hôpital. Donc, vous redoutez pour la prise en charge des patients justement dans ce contexte ?
d'éventuelles dégradations de la qualité des soins, par exemple? C'est De retard diagnostique, de retard d'intervention? C'est la question éthique. Je pense que mon collègue va rebondir dessus. Il y a eu des questions éthiques pendant le Covid, mais en ce moment, la question éthique, elle est là. J'étais l'autre jour à la commission médicale d'établissement de mon hôpital il n'y a pas plus de 48 heures, et on nous faisait le point sur le tri des patients, parce que quand il y a de moins en moins de blocs opératoires, on nous expliquait qu'on essayait de prendre en premier les cancers, parce que c'est ce qu'il y a de plus urgent, et que même parmi les cancers, on essayait de prendre en premier les plus urgents. Donc on sent bien que là, il y a un vrai problème d'éthique et de perte de chance. C'est la sonnette d'alarme qui a déjà été tirée. Donc pour revenir à votre question, heureusement que ça commence à être un peu médiatisé, parce que c'est depuis début septembre, en fait, quand on sort de cette dernière vague, qu'on constate la catastrophe. Alors il y a l'absentéisme, c'est vrai, mais il y a aussi les départs. Comment vous l'expliquez? Il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu des revalorisations qui ne sont pas non plus négligeables, hein. Je sais qu'on partait de très bas, mais pour une infirmière, c'est quand même une revalorisation, je crois, de l'ordre de 183 € par mois. Comment vous expliquez que ça ne soit pas suffisant pour les retenir? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils partent? Alors, il y a deux choses. D'une part, le Ségur. Alors, je comprends qu'on attende beaucoup du Ségur ailleurs qu'à l'hôpital, parce qu'on en a tellement fait sur ce Ségur que tout le monde espère avoir le Ségur. Les 180 €, je vous ai dit pas plus tard que la semaine dernière que c'était mieux que rien, surtout pour des salaires d'aides-soignantes ou d'infirmiers. Je viens de découvrir qu'en fait, ça touche les personnes à l'embauche, ce qui est déjà bien, mais les infirmières et les aides-soignants qui sont là depuis longtemps, il y en a certaines qui vont toucher que 4-5 €. Parce qu'en fait, donc c'est pas du tout le monde, finalement. Et puis, à part ça, ce qui n'est pas rien, hein, c'est vrai, 180 € actuellement, c'est pas rien. À part ça, le Ségur a accouché d'une souris, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. La seule chose qu'on a trouvé intéressant dans le Ségur, mais c'est pour vous dire, c'est qu'il est écrit que le service hospitalier redevient le cœur du soin. Parce qu'on voulait un moment dans la loi HPST, dont on subit actuellement les conséquences, qui a été votée en 2009, on voulait supprimer les services. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus que les médecins, le personnel appartiennent à une équipe. Il fallait qu'ils soient mutualisables. Alors les pôles ont été créés. Les personnels sont quand même mutualisés, mais là, on est en train de rappeler qu'en fait, ce qui serait bien, c'est que les gens se sentent appartenir à une équipe. Parce que ça dégrade l'envie de rester à l'hôpital. Ce qu'ont vécu les personnels, c'est d'être baladés d'un service à un autre. Vous arrivez le matin, vous étiez experte en diabéto, vous partez dans un autre service. Vous étiez en consul, d'un seul coup, vous êtes en salle. Il y a ça, et il y a les horaires. On a imposé au personnel d'être tantôt le matin à 6 h, tantôt l'après-midi à 14 h. Mais qui peut construire une vie de famille avec des variations d'horaires comme ça? Et puis on vous prévient parfois à la dernière minute. Donc problématique de qualité de vie au travail à Voilà. vraiment prendre à bras le corps. Donc il y a ça. Et puis il y a le fameux thème qu'on aborde beaucoup actuellement, qui est le thème ratio. Combien d'infirmières une infirmière doit s'occuper de combien de patients? Et le Ségur, enfin pas le Ségur, la première vague, ça nous laisse un souvenir. On était pris dans la peur, mais on était en même temps dans une espèce d'exaltation à l'hôpital, parce qu'on nous a demandé, je me souviens d'ailleurs, c'était le service d'Éric Côme à l'époque, il s'occupait pas mal de Covid. Le Covid est arrivé dans mon bâtiment, on a demandé à quelqu'un du service d'Éric Côme, à ton avis, il faut combien d'infirmières, combien d'aides-soignantes pour combien de malades? Et on nous a dit, idéalement, une infirmière pour 6 malades. Les patients seraient en sécurité, le personnel serait en sécurité. Et donc on a dit ça à la direction, il faut une infirmière, une aide-soignante pour 6 malades. La direction a dit OK. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, ça fait... C'était l'époque du quoi qu'il en coûte. Oui, on n'entendait plus jamais parler comme ça. On entendait qu'il faut que ça coûte le moins possible. Donc c'est une infirmière pour 12, 13, 14, 15 patients. Et donc ça, les infirmières, les aides-soignantes qui travaillent dans des conditions comme ça, elles, ce qui les porte, c'est le lien humain. C'est le temps qu'elles passent dans la chambre. Elles sont parties à cause de ça. Ça peut les faire revenir si effectivement les conditions s'améliorent? Le choc d'attractivité dont on parle, ça serait une annonce de ça, bien sûr. Les salaires, mais pas que du tout. Les conditions de travail, revenez, parce qu'il y en a qui seraient intéressés à revenir, qui adoraient leur métier. Revenez, mais on vous garantit que vous êtes du matin ou de l'après-midi, mais pas les deux, que vous allez pouvoir vous occuper de... Ça a évalué la charge en soins. Mais il y a certains secteurs où peut-être qu'il en faut une pour 8, une pour 9, une pour 10, mais il faut l'évaluer, il faut que le travail ait un sens, il faut avoir le temps de s'occuper des patients. Donc, et puis donc les horaires, les salaires et l'intégration à une équipe, qu'on arrête de balader les personnels comme des pions d'un service à l'autre. Voilà. Si déjà on annonçait ça, et que ce soit... Bon, il faut que ce soit
clairement annoncé. Il y en a qui reviendraient. Et il faut qu'il y ait des effectifs qui puissent effectivement pourvoir ces postes, parce que là, on est peut-être pas en situation des effectifs. Alors, dans le collectif remplir. interhôpitaux, on a évalué il faudrait que les effectifs remontent de 100 000 personnes sur 3-4 ans. Mais on en est là. Hein. Vous parlez de l'ensemble des professions oui, de globalement. soins, En tout cas, infirmières. Alors, sur Paris, on n'est pas très concerné, pas trop, par le départ des médecins. Mais il y a des hôpitaux en région où il n'y a plus de médecins aux urgences. Il y a des services où il n'y a plus de médecins. Donc c'est une vraie question nationale. Donc pour revenir à votre question de départ, oui, il faudrait enfin que les politiques nous disent qu'ils sont en train de nous entendre et que ça rentre dans le débat des présidentielles et qu'on regarde les programmes de chacun et qu'est-ce qu'ils comptent faire pour l'hôpital public. Mais même plus vite que ça. Parce que s'il y a une nouvelle vague Covid, là, vraiment, on en parlait, on est quand même globalement très vaccinés, donc on n'espère pas que ça concerne l'hôpital. Mais là, on se demande vraiment comment on ferait. Très bien. Alors, je crois qu'Alexis avait aussi une question pour vous. Ça va rejoindre le fait d'être considéré. Moi, je suis jeune psychomotricienne, mais je vois mes collègues, donc je suis dans le sud de la France. Il faut avoir en tête que travailler à l'hôpital, c'est possible aussi d'être en CDD pendant 10 ans. Il y a des CDI, d'autres personnes aussi qui sont en CDI depuis 20 ans où il n'y a pas de revalorisation du salaire fixe. Et repenser l'hôpital, est-ce que ça ne passe pas par une meilleure reconnaissance des soignants par leur hiérarchie et de reconsidérer aussi l'attractivité salariale? Mais vous avez répondu. Il y a beaucoup de questions dans votre remarque. Je suis très touchée par ce que vous dites au départ, parce que vous avez vu, je vous ai parlé beaucoup des infirmières et des aides-soignants et des médecins, et vous avez complètement raison, il y a beaucoup de métiers à l'hôpital. Il y a les assistantes sociales, il y a les secrétaires, il y a les secrétaires hospitalières, il y a les psychomotes, il y a les psychologues, il y a les diététiciennes, et il y a beaucoup de statuts parmi ces métiers-là, où vous avez raison, les gens sont recrutés depuis un moment en CDD. 3 mois, ils partent, 3 mois, et les salaires sont très très faibles à l'hôpital pour tous ces métiers-là. Et c'est des métiers autour du patient qui sont bien sûr extrêmement importants. Vous avez tout à fait raison. Et votre deuxième remarque, c'était sur le respect, le sentiment d'être considéré. Il y a 2 aspects là-dessus. Le personnel, quand ils sont comme ça, traités comme des pions, en effet, il y a un sentiment de manque total de considération pour leur travail et leur personne. Et puis l'hôpital, c'est un endroit un peu curieux où les médecins ont du pouvoir, l'administration et les gestionnaires ont du pouvoir, les médecins se réunissent, les cellules de crise, il y avait des médecins et des gestionnaires, et même dans mon bâtiment, au début, on se réunissait entre médecins, tous les jours, 13 heures, comment on s'organise, alors là, quand ils nous disent qu'on ne savait pas sortir de notre zone de confort, et puis au bout de 3 semaines, on s'est dit, mais ça ne va pas du tout notre truc, là, les infirmières, elles ne sont pas là, les aides-soignantes ne sont pas là, c'est des personnes. Dans les services, il y a un peu de réunion de services, heureusement elles sont associées aux décisions, mais dans l'hôpital, on leur demande mais jamais leur avis. Elles savent souvent même pas qui est le directeur. Elles font leur job, elles arrivent, elles repartent. Et la crise a permis le décloisonnement justement entre tous ces professionnels ? Non, la crise a permis que les médecins et les gestionnaires se reparlent et soient d'ailleurs sur la même longueur d'onde. En fait, les gestionnaires de l'hôpital étaient très contents aussi du quoi qu'il en coûte et d'avoir enfin les moyens de faire fonctionner l'hôpital, parce qu'ils sont dans une ambiance terrible. Ils font passer des messages, ils n'ont pas l'argent pour. Donc là, on était main dans la main. C'était vraiment une situation historiquement incroyable. On a vu ce qu'on pouvait faire ensemble. Mais alors, les grands absents de cette histoire, c'est tout le personnel non médical. Ils ne sont jamais associés aux décisions dans l'hôpital. Et de là, un manque de sentiment d'appartenance et de considération aussi. Merci. Professeur Côme, étant donné son état de fatigue actuel, est-ce que vous redoutez l'impact de la 5e vague de Covid sur l'hôpital? On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. En ce qui concerne la 5e vague, je pense que là, il est trop tôt pour connaître l'amplitude et la durée de cette vague. J'ai envie d'être optimiste, comme l'a été Agnès, un peu parce qu'on n'a pas le choix, parce que si là-dessus vient se greffer l'épidémie de grippe qu'on craint tous, j'espère que vous allez tous vous vacciner contre la grippe, que ça va au moins servir à ça, cette réunion.
Et donc, il faut se vacciner contre la grippe, il faut se vacciner contre le Covid, la 3e injection. Et puis, là, on est confronté au problème de l'état de santé de l'hôpital, dont vient de parler Agnès, quoi. Et qui est un vrai souci. Mais je pense que le souci, c'est pas uniquement l'hôpital. Tout en sachant qu'il faudrait distinguer les différents hôpitaux, hein, parce qu'il y a les hôpitaux généraux, il y a les hôpitaux universitaires, il y a les hôpitaux de soins de suite, il y a les hôpitaux en province, il y a les hôpitaux dans les grandes villes. La situation n'est pas du tout la même, et il y a de grandes disparités géographiques, et je trouve que l'hôpital universitaire est le moins mal loti de tout, disons par rapport à certains... comme l'a dit Agnès, il y a des hôpitaux en province, c'est terrible, quoi. C'est catastrophique. Il y a même plus de Donc médecins. la situation, le cri d'alarme qui a été poussé par les responsables des CME d'Île-de-France et de la PHP, de votre point de vue, la situation est la même en province? Elle peut même être pire, malheureusement, hein, comme on l'a dit. Je vous rappelle quand même, il y a un vrai problème en France dont on ne discute pas assez, à mon avis, c'est le problème des déserts médicaux, qui est un véritable scandale. Alors, c'est pas le lieu d'en parler ici, puisque la réunion est consacrée aux hôpitaux, mais comme l'a dit Karine tout à l'heure, un problème dans un endroit de la santé impacte sur un autre endroit de la santé. Or, le vrai problème de fond, à mon avis, en ce qui concerne la santé, outre le salaire des infirmières, la revalorisation de tous ces salaires et l'amélioration des conditions de vie, absolument indispensable si on veut les ramener à l'hôpital, mais il y a le problème de la santé en général. Parce que les déserts médicaux, qui commencent, je vous rappelle, quasiment à la porte de chez nous, hein, parce qu'il y a des déserts médicaux dans les banlieues parisiennes, dont on n'imagine même pas l'étendue. Vous ne pouvez plus avoir de rendez-vous avec des généralistes, des rendez-vous avec des dermatologues, ça peut prendre 1 an. Vous imaginez, si vous avez un mélanome, il y a des problèmes avec les urgentistes, dont Agnès a parlé, et ça impacte lourdement les régions, comme on dit, mais aussi les banlieues, et notamment les banlieues difficiles. Donc moi, je pense que s'il faut envisager des choses, il faut tout remettre à plat. Et à commencer par la sélection des médecins et par la formation des médecins. Donc, vous imaginez, il va y avoir beaucoup de travail, quoi. Parce justement, que sinon, pourquoi? Qu'est-ce que vous souhaitez changer dans cette formation? Je pense qu'il faut complètement revoir, il faut réintroduire de l'humanité dans les métiers médicaux. Et pour réintroduire de l'humanité dans les métiers médicaux, il faut changer le mode de sélection des médecins. Il faut probablement moins de physique, moins de mathématiques, moins de bac S avec mention bien ou très bien, et réintroduire des littéraires, des gens qui ont une formation psychologue. Il faut revoir les choses. Ça fait 20 ans qu'on dit ça, mais ça ne se fait pas, ça ne se met pas en application. Hein. Oui, je le sais, mais là, on en paye le prix. Maintenant, on en paye le prix. Parce qu'il y a aussi un autre problème qui doit nous interpeller, c'est qu'on forme, nous, professeurs, on forme beaucoup de personnes qui ne vont pas exercer le métier. Alors ça, c'est quand même complètement invraisemblable, si vous voulez. Moi, l'autre jour, je suis tombé dans un train entre Nantes et Bordeaux. Bon, je vous passe le détail. Je tombe sur un chanteur qui vient me voir. Il me dit: ah, vous m'avez donné des cours quand j'étais à la fac à la Pitié-Salpêtrière. Je lui dis: mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Il me dit: je suis chanteur. Voilà, c'est Mazué. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, je l'ai écouté sur YouTube, évidemment. Mais je me suis dit: merde, il aurait mieux fait de rester médecin, quoi. Voilà, parce que voilà. Et surtout. Non, mais c'est rien de méchant contre lui, parce qu'il a du talent. Mais moi, en tant que formateur, je me dis: mais c'est pas possible. Ces gens-là, on les a formés, on leur a consacré 10 ans de notre vie, et finalement, il y en a un pourcentage probablement énorme qui n'exerce pas la médecine, et qui ne l'exercera pas. On ne sait même pas le pourcentage exact de personnes qui n'exercent pas le métier. Mais ils sont probablement considérables. Il y a des gens qui disent que c'est 1/3 des gens qu'on forme qui n'exercent pas le métier. Donc qu'est-ce qu'on fout? On sélectionne des gens qui ne vont pas exercer un métier qui est quand même un des plus beaux métiers du monde. Donc voilà, moi en tant que responsable, ayant enseigné pendant des années, je m'interroge, parce que des comme ça, j'en connais malheureusement un paquet. Hein. Alors justement, dans le prolongement de ce que vous dites, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que dans le fonctionnement de l'hôpital, l'administratif a pris le pas sur le médical? Oui, c'est évident. Hein. En plus, moi, alors, si vous voulez, j'ai quand même un peu plus d'expérience que certains, puisque j'ai traversé, j'ai commencé dans les années 80 et je finis dans les années 2020. Donc j'ai commencé avec l'épidémie de sida, et je finis avec l'épidémie de Covid, en quelque sorte. Je peux vous dire qu'il y a des sacrées différences entre l'épidémie de sida et l'épidémie de Covid. Hein. Et honnêtement, c'était presque mieux à l'époque de l'épidémie de sida, alors qu'on voyait mourir des gens qui avaient nos âges, et c'était particulièrement difficile. Pour quelle raison alors? Parce qu'il y avait beaucoup plus de personnel, on était beaucoup plus solidaires les uns des autres,
Il y avait une véritable communion entre tous les types de soignants, les personnels non médicaux, les personnels médicaux, les patrons faisaient la visite, enfin bon voilà, c'était une véritable... Je suis désolé de mettre ça sur le tapis, mais enfin, le nombre de patrons maintenant qui ne font plus la visite, c'est absolument hallucinant, qui restent dans leur bureau à faire de la recherche. Alors ça aussi, il va falloir remettre ça sur la table. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois faire du soin, de la recherche, de la gestion humaine, parce que être chef de service, c'est avant tout gérer des ressources humaines, et on ne vous a pas du tout appris comment faire. Et en plus, on ne vous donne pas les moyens de le faire correctement, puisque de toute façon, en fait, vous gérez la pénurie. Vous ne gérez pas... le développement de votre service, vous gérez la pénurie de votre service. Donc vous gérez finalement l'apoptose de votre service, quoi. Voilà. Je caricature un peu pour être un peu provocateur, mais malheureusement, c'est la réalité. Alors, il y avait une question de Mounia, je crois, qui vous est destinée, et qui justement porte notamment sur la formation. Alors, bonjour professeur Combes. Bonjour. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous développerez le profil des soignants pour qu'ils ne conçoivent pas le patient simplement comme un objet à réparer. Et je voudrais savoir, ne faudrait-il pas inclure dans la formation des médecins et des soignants en général des cours de psychologie clinique et sociale de la santé ? Ça, alors là, c'est une évidence pour moi incontestable, hein. D'ailleurs, les médecins de ma génération, moi je me souviens, j'avais des cours de psychologie, j'étais évalué sur la psychologie, maintenant ça existe même plus. Les psychiatres, c'est catastrophique, il n'y a plus de psychiatres, vous vous rendez compte, plus de psychiatres dans notre pays, quoi. C'est absolument invraisemblable. Donc on a un vrai problème au niveau de la sélection. Ça, j'en suis absolument certain. J'ai parlé d'humanisme, de psychologie, mais il faut tout revoir, quoi. Sélectionner des scientifiques, en fait, on sélectionne des gens qui vont prendre des malades comme... Enfin, je vais caricaturer, mais ils sont trop tournés sur la recherche et ils ne sont pas assez tournés sur l'individu. Ils ne sont pas assez tournés sur l'homme. Or, la médecine, c'est quand même une relation médecin-malade. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est en train de disparaître des hôpitaux publics, et malheureusement, c'est aussi en train de disparaître de la ville, parce que les médecins n'ont plus assez de temps consacré aux malades. Il faut absolument revaloriser le métier de médecin, c'est absolument fondamental, parce que sinon, un médecin ne peut pas gagner sa vie. Un médecin est obligé de consacrer 10 minutes à un malade, ou un quart d'heure, mais plus, ce n'est pas possible. Or, il y a des malades, il faut les écouter pendant 1 heure. Moi, je me souviens de la réflexion, parce que je travaille sur la maladie de Lyme depuis longtemps. Il n'y a pas beaucoup de malades qui ont vraiment la maladie de Lyme. D'autres ont des choses, il faut vraiment savoir les écouter. Pendant très longtemps, je pouvais leur consacrer 1 heure, 1 heure et demie. Un jour, il y a un directeur qui m'a dit « Mais Eric, comment tu peux consacrer 1 heure à un malade ?» Voilà. Et j'ai un collègue qui lui consacrait 2 heures à des malades, Jean-Charles Piette pour ne pas le nommer, parce qu'il avait toujours des dossiers absolument invraisemblables qui faisaient 10 kilos. Donc forcément, ça lui prenait du temps, mais comment il pouvait consacrer 2 heures à un malade ? Ben oui, mais malheureusement, c'est un métier pour lequel... Alors après, j'entends des gens me dire « mais c'est pas grave, l'intelligence artificielle va tout résoudre ». Alors là, ce sont des ânes, hein, pour moi. Je le dis, parce que l'intelligence artificielle, elle va aider, évidemment, pour la radio, pour l'anatomopathologie, pour certaines spécialités, c'est évident. Mais pour le rapport humain... Mais mon Dieu, quelle catastrophe que de résumer les rapports humains à l'intelligence artificielle. Or, les rapports humains, c'est la base du métier médical. Mais malheureusement, ça, c'est oublié, je pense. Merci beaucoup, professeur Combe. Alors, la transition est toute trouvée pour donner la parole au docteur Fourreur, qui est directeur du centre éthique clinique de la PHP. Docteur, est-ce que la crise de l'hôpital n'est pas la marque de l'échec quelque part de l'idéologie de l'hôpital-entreprise qui met justement à mal la relation médecin-patient ? Donc moi, je suis très loin de tout ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de l'hôpital, hein, puisqu'on est une toute petite cellule à la PHP qui fait de l'aide à la décision médicale au cas par cas. Et donc c'est ce qui s'appelle de l'éthique clinique. Donc sur la question des moyens, je ne répondrai pas. Je ne sais pas vraiment à quel point l'hôpital est gangréné par cette fameuse idéologie. En revanche, je sais que notre activité d'éthique clinique, et puis la crise Covid l'a encore révélé, questionne beaucoup sur la quantité de soins et ce qu'on doit discuter en termes de... Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent. Et pour qui, et pourquoi, et comment. Et finalement, on est beaucoup sollicité, nous, au centre d'éthique clinique, sur ces questions-là, sur les limitations et arrêts de traitement, par exemple,
Et quand j'ai commencé mon activité d'éthique clinique il y a 15 ans, c'était dans le prolongement de la loi sur les droits des patients, dans l'idée qu'il fallait donner à chacun la possibilité de refuser des traitements contre le fameux pouvoir médical et le paternalisme médical de l'époque. Et finalement, au fur et à mesure du temps, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on discute beaucoup plus des situations où on craint l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire que ce n'est plus des patients qui refusent, mais où en fait la médecine s'emballe et on fait de plus en plus de traitements et on utilise de plus en plus de moyens, et où finalement toute cette évolution technique et scientifique, elle ne s'accompagne pas toujours de la réflexion éthique suffisante pour un peu limiter les choses. Et donc, je vais peut-être à contre-courant de ce qui se dit cet après-midi, mais une fois de plus, ce n'est pas parce que je suis contre tout ce qui vient de se dire. Je n'ai pas de problème sur l'idée qu'il faut mieux payer les gens. Et qu'on médicalise trop ? Et je pense que, oui, en tout cas, la question ne se pose pas suffisamment. Et l'idée est de se dire que peut-être que si on couple une médecine technique à un peu plus de réflexion, peut-être qu'on trouvera... C'est aussi une solution pour mieux traiter les gens et puis mieux utiliser l'argent collectif. Donc je donnais l'exemple des situations d'obstination déraisonnable qu'on voit beaucoup dans les services de réanimation, dans les services de gériatrie. On s'intéresse beaucoup à toutes les demandes concernant les personnes âgées, parce que en fait, la moitié de nos demandes à l'hôpital, nous au centre d'éthique clinique, concernent des personnes âgées. C'est quand même très troublant de voir la différence entre ce que la médecine fait en termes de prise en charge pour des personnes âgées et ce que les personnes âgées demandent ou voudraient vis-à-vis de leur fin de leur vie, par exemple. Pendant Covid, il y a eu des débats sur l'accès en réanimation des personnes âgées. Donc on se scandalisait parce qu'une personne très âgée, potentiellement, avait moins accès à la réanimation. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais on peut aussi poser la question à l'inverse, de se dire, oui, pourquoi la question ne se pose pas ? Pourquoi, pendant Covid, on n'a pas posé la question de est-ce qu'il y a une limitation à tout ce qu'on est en train de faire ? Et à un moment donné, je ne sais pas si on en est là ou pas, parce que je ne gère pas les bourses de la France, donc je ne sais pas si on en est là, mais si à un moment donné, il y a des choix à faire, peut-être qu'il faut qu'on s'y attelle tous à y réfléchir collectivement. Les médecins sont très bien placés pour ça, mais il n'y a pas que. Il y a aussi la société. C'est un vaste débat, parce que c'est-à-dire peut-être revenir sur ce qu'il est raisonnable de soigner ou de ne pas soigner. Exactement, et je pense que ça peut se... Nous, on le fait dans une toute petite cellule pour des cas particuliers, mais je pense que ça peut... C'est un débat citoyen à venir et qui va être incontournable à un moment donné. Est-ce que vous avez, ces dernières années, l'impression, on parle beaucoup de démocratie sanitaire, d'amélioration de la relation médecin-patient, de la prise en compte de la parole du patient, est-ce que vous êtes davantage sollicité que les années précédentes, et est-ce que vous avez quand même l'impression que cette relation médecin-patient est un peu plus égalitaire, je dirais, égalitariste, où on écoute la voix du patient ? Oui, je trouve que c'est très pareil. Les 15 ans de parcours au centre d'éthique clinique, je pense qu'à l'époque, lorsque Véronique Fournier avait monté ce centre d'éthique clinique dans le prolongement de la loi des droits des patients, elle a été beaucoup challengée par les médecins sur cette idée que c'était quand même un peu étonnant de vouloir donner, en tout cas d'inverser les pouvoirs, ou en tout cas de remettre en cause cette balance entre le pouvoir du patient et le pouvoir du médecin. Et 15 ans après, je pense que c'est tout à fait rentré dans les mœurs, au point que pendant Covid, on est resté en contact beaucoup avec les équipes, et les témoignages des professionnels, finalement, après la première vague, c'était des questionnements éthiques qui concernaient justement les droits des patients au sens large, c'est-à-dire l'accès aux soins, l'accompagnement de la fin de la vie, enfin tout ce qui a constitué les droits des patients en 2002, finalement j'ai l'impression que les professionnels l'ont internalisé maintenant, même inconsciemment, et que c'est devenu une préoccupation à l'hôpital. Et ça pour moi c'est une piste aussi d'améliorer les choses, parce que le dialogue, la concertation entre tous, notamment avec les patients et les représentants des usagers, ou les usagers tout court, c'est une voie pour faire évoluer l'hôpital. Très bien, alors Inès Fernandez a une question pour vous. Bonsoir. Donc le questionnement éthique dont vous parliez, la relation avec le patient,
par opposition peut-être à la technique, suppose du temps. Et j'aimerais savoir comment ce temps long s'articule-t-il dans un modèle de tarification à l'acte. Et j'aimerais compléter peut-être cette question avec une citation de Cynthia Fleury, qui rappelle que le premier dispositif hospitalier est la qualité intersubjective et interrelationnelle qui se tisse entre les différentes personnes. Une fois de plus, je ne sais pas comment, effectivement, je n'ai pas de solution organisationnelle et financière, mais ce qu'on a vu se développer aussi pendant l'épidémie de Covid, c'est toutes les cellules éthiques de soutien. Ça avait été recommandé par le Comité consultatif national d'éthique, l'idée de, puisqu'on va être soumis à des choix de thérapeutiques qu'on ne fait pas d'habitude, et notamment à d'éventuels tri de patients, du coup, il fallait tout d'un coup monter ces cellules éthiques. Et en fait, on se rend compte qu'elles se sont beaucoup développées et j'ai l'impression qu'elles ne pourront plus partir maintenant. Parce que quand on a pris goût à la discussion et à l'échange, c'est difficile de revenir en arrière. On voit bien que c'est utile. Et finalement, même sans qu'elles aient été financées particulièrement, il y a beaucoup d'hôpitaux qui se sont organisés pour les développer. Et je pense qu'ils vont... nous, on est un des rares centres d'éthique clinique à être financés, en fait, en France. Il y en a déjà quelques-uns qui se sont développés en France depuis quelques années, mais et sans argent. Et je pense que le Covid va augmenter en fait cette nécessité de discussion pluridisciplinaire, et notamment, comme on le fait chez nous, avec des non-médecins et des non-soignants, pour que l'hôpital réfléchisse un peu différemment à ce qu'il fait. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant au professeur Daniel Couturier, qui est donc membre de l'Académie de médecine. Professeur Couturier, vous avez été chef de service, vous avez été pendant 40 ans à l'hôpital, on l'a dit tout à l'heure. Quel regard vous portez, vous, sur l'évolution de la structuration de l'hôpital ? On a parlé tout à l'heure, effectivement, de la constitution d'hyperstructures, de grands pôles, de GHT. Est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, redonner un petit peu plus de poids à un échelon de proximité au service ? Écoutez, moi, je suis évidemment extrêmement impressionné par les témoignages qu'on vient d'entendre, car on peut dire qu'ils sont alarmants et qu'il impose une réflexion absolument profonde pour voir comment on fait maintenant. Donc je pense que effectivement, il y a quand même des éléments qu'il faut retirer de cette expérience qui a été le fait des hôpitaux ces derniers mois. Les hôpitaux tels que je les ai vécus posaient déjà problème. Et je veux dire qu'au moment où j'ai quitté mes activités, on voyait effectivement déjà les problèmes s'aggraver. Et je ne vous cache pas que quand j'ai vu les réactions de l'hôpital public face à l'agression pandémique auquel il fallait qu'il fasse face, j'ai été tout de même très impressionné. Et je ne pouvais pas imaginer que les choses se passent de façon aussi positive et aussi efficace que ce qu'on a vécu. Je pense que tout le monde l'a remarqué, il y a eu une espèce de motivation, une espèce d'élan qu'on ne peut pas négliger et je pense dont il faut tenir compte et dont il faut essayer de tirer profit. Et soi-même, on a observé effectivement que le personnel avait une façon de collaborer, de s'investir dans les affaires, que l'administration elle-même facilitait les choses. Et je crois que de toutes ces expériences, il faut tenir compte. Et d'ailleurs, il y a des sociologues, je veux parler de Dumez et de M. Mainviel, qui ont déjà fait un rapport récent qui est extrêmement intéressant et où ils ont cherché d'évaluer d'abord ce qui s'est passé objectivement dans les hôpitaux au moment de la crise et deuxièmement, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer au point de vue de l'avenir. Je pense que ce rapport mérite d'être regardé très soigneusement et il n'y a pas des données qui sont véritablement originales, mais je pense qu'en tout cas, il illustre l'importance des demandes que nous devons faire à nos autorités maintenant. Alors, il y a eu le Ségur de la santé, qu'on a d'ailleurs très rapidement critiqué en disant que c'était le Ségur des hôpitaux. Mais même pour les hôpitaux, ça n'apparaît pas suffisant. Et pourtant l'effort financier qui a été donné ou promis par l'État est véritablement très important.
Et c'est vrai que probablement les augmentations de salaire n'ont pas été à la fois ni suffisantes ni justement réparties, étant donné que, d'autre part, le personnel médical, lui aussi, a été traité de façon un peu inégale. Donc il y a probablement des choses à refaire, mais l'effort financier de support a été fait et il est généralement reconnu. C'était de l'ordre, je crois, sauf dire une bêtise, de 12 milliards d'euros, hein, ce Ségur pour l'hôpital. 9 milliards, 8 ou 9 milliards d'euros. Mais il faut retenir aussi qu'au cours de ces décisions, au cours de ces discussions, il y a eu une promesse d'investissement massif, puisque 19 millions d'investissements ont été promis. Et quand on regarde la façon dont les têtes de chapitre des investissements sont citées, on y voit la réponse à pas mal de critiques ou d'angoisses qui ont été formulées. Et c'est vrai qu'on parle de la création de 15 000 emplois d'infirmiers, on parle de la création de lits d'hospitalisation, on parle de la meilleure répartition des responsabilités d'investissement vers les régions et non plus au niveau totalement central. On parle d'un certain nombre même de choses beaucoup plus directement en rapport avec la vie des hôpitaux. Et je pense qu'au point où nous en sommes, il est de notre responsabilité de voir comment ce qui est contenu dans ce qui a été acté va être maintenant porté dans les faits. Je pense que là, il y a vraiment une chose qui est absolument nécessaire. C'est d'autant plus nécessaire parce que les témoignages qu'on vient d'entendre nous montrant que non seulement après une période héroïque, l'hôpital se remet difficilement, mais en plus, certaines catégories de personnel en sont tellement lassés qu'ils quittent le navire, donc il y a véritablement un problème. Alors comment peut-on essayer d'avancer dans ce contexte ? Moi, je vais reprendre d'ailleurs une chose auquel M. Fourreur a fait allusion il y a un instant, c'est ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle et au début de notre siècle, c'est-à-dire vers 1998-99 et jusqu'à la loi sur les droits du malade en 2002. C'était Bernard Kouchner qui était ministre à l'époque et il avait très fortement ressenti que l'hôpital menait sa vie un peu à d'écart des besoins de la société et son objectif avait été de faire entrer la société dans les problèmes de l'hôpital, bref, de l'associer à la gestion de l'hôpital. Ça a été donc le grand lancement de ces réflexions qui ont duré pendant 2 ans ou même un peu plus et qui ont abouti à la loi sur les droits du malade. C'était les États généraux. Hein, les États généraux de la santé qui ont été lancés à cette époque. Et vous pensez qu'il faudrait refaire des États généraux de la santé ? Je pense que c'est extrêmement intéressant parce que ça avait été lancé un petit peu timidement, puis finalement, dans chaque région, il y a eu des jurys citoyens, il y a eu des assemblées très motivées, très nombreuses, et je crois que cette loi a été véritablement le fruit d'une collaboration, en tout cas d'une large réflexion, et à mon sens, elle doit être citée en exemple. Alors on a vu quand même que les conventions citoyennes les dernières n'ont pas forcément toujours été... non, ce n'est pas forcément, mais je dirais que cet exemple montre, en tout cas, il est évident qu'on est maintenant dans une situation où ce qu'on vient d'entendre nous y oblige, il faut absolument lancer une réflexion importante, à mon avis prolongée, faisant intervenir tous les acteurs et permettant d'aboutir à des décisions qui sont peut-être pas une réinvention de l'hôpital, parce que je pense que c'est pas très... Le terme est ambitieux, oui. C'est un terme un peu ambitieux, mais je pense qu'en tout cas, on a absolument besoin de revoir de façon très approfondie, non seulement l'hôpital en général, mais aussi toute la santé dans son organisation. Et je pense que de prévoir de nouveaux états généraux de la santé serait peut-être une bonne occasion. Alors Alexia avait une question pour vous justement. Donc vous avez exercé 40 ans à l'hôpital et vous avez été chef de service.
je voudrais savoir qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en tant que chef de service. Et j'ai une autre question, justement. Ne faut-il pas considérer les soignants comme des acteurs à part entière plutôt que des agents? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, ce qui a été le plus difficile pour moi en tant que chef de service, et c'est vrai, il y a ces nombreuses années, ça a été déjà de réguler les moyens humains en médecins et en soignants pour faire face à la demande qui apparaissait à mon service. Et j'ai le souvenir de plusieurs étés où j'étais dans une situation difficile de personnel, où les demandes étaient fortes et où, quand on se tournait vers la direction de l'hôpital, on nous disait bah, écoutez, vous n'avez qu'à diminuer, vous n'avez qu'à les envoyer ailleurs. Et je pense que ça a été une des situations qui m'a été le plus désagréable que d'avoir ce type de réaction. Alors, en ce qui concerne l'intégration du corps soignant par rapport, disons, à l'équipe médicale, je pense que c'est ça la question que vous posez. Je pense que dans ma génération, je pense qu'on n'y a pas fait assez attention. Je ne dis pas que les relations avec le corps soignant n'étaient pas bonnes, je pense qu'on ne les associait pas assez aux décisions, et je pense que c'est une réflexion qui a largement progressé depuis mon époque, et maintenant tout le monde s'accorde à dire qu'il faut effectivement prendre le plus grand soin des idées qui émergent de tous les métiers de la santé, et essayer de les prendre en considération, ce qui est valorisant pour tout le monde et probablement très utile pour le résultat. Donc je pense que c'est un effort qui était un peu timide de mon temps et qui s'est développé. Peut-être qu'il y a encore des progrès à faire. Merci beaucoup, professeur Couturier. Alors, François Mali, je me tourne vers vous. Alors, le diagnostic a été porté par les nombreux médecins de ce débat autour de la situation de l'hôpital. Ils sont assez inquiets, assez critiques. Est-ce que vous partagez, vous, en tant qu'observateur du secteur, cette inquiétude? Et est-ce que vous pensez que cette situation elle est valable aussi pour l'ensemble des établissements publics français? Alors, je répondrai oui et non. Alors d'abord, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, très différentes, toutes très intéressantes. Docteur Hartmann, vous parliez, la question pour nous qui se pose, moi ça fait 25 ans que je suis à l'hôpital avec mon camarade Jérôme Vincent qui est docteur, qui a été formé à la médecine, mais qui n'exerce pas la médecine, donc vous voyez qu'il en faut aussi, mais nous ce qui nous intéresse c'est la qualité des soins, et tout simplement parce qu'on se préoccupe de la façon dont on soigne les patients et qu'il y a des hôpitaux qui sont plus performants dans certains domaines que d'autres. Donc évidemment quand je lis dans Libération et dans l'Express cette semaine qu'à Paris, quand même, l'assistance publique hôpitaux de Paris, forteresse de l'hôpital, plusieurs milliards d'euros de dotation. On apprend que si vous faites un AVC, eh bien, par manque de lits, parce qu'il y a moins d'infirmières, moins de soignants, on va vous réfuter à l'entrée de l'hôpital. Moi, je lis ça, je dois dire que je tombe un peu de ma chaise, parce que les UNV, les unités neurovasculaires pour la prise en charge des AVC, c'est quelque chose, nous, dans le journal pour lequel on lutte depuis longtemps. Il n'y en avait pas, maintenant il y en a beaucoup. Et on apprend qu'à Paris, eh bien là, il y a un pourcentage de patients qui ne vont pas être pris en charge. C'est quand même très, très, très inquiétant. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y ait pas de réponse de l'assistance publique hôpitaux de Paris à ce fait, parce que ça veut peut-être dire que c'est vrai aussi si vous faites un infarctus. Enfin, j'ai peine à comprendre comment on en est arrivé là, alors qu'on est quand même à l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui est quand même, comme le disait le professeur Combe, les universitaires sont plutôt privilégiés de tous les hôpitaux, et encore plus à Paris. Donc ça, c'est pour dire que quand même, si on doit siffler la fin de la récréation, là, il faut quand même le faire sur des critères simples, des faits, et s'il y a de la perte de chance pour des patients, c'est quand même très très grave. Ça, c'est la première chose. Vous estimez qu'il manque une intervention des Oui, mais autorités? enfin, je pense que quand même, on doit pouvoir trouver les infirmières qui manquent. Enfin, j'ai la force de croire qu'il y a... Il en manque 1000 en Ile-de-France. Ben, il en manque 1000 en Ile-de-France, oui. Alors après, je voudrais parler de ce manque d'attirance. Moi, il y a une vision que... Je sais que ça ne va pas bien dans les hôpitaux, les hospitaliers en parlent souvent, de façon différente si on est en province ou à Paris.
de façon différente si on est dans un petit hôpital de proximité, dans un hôpital général ou dans un centre hospitalier universitaire, d'une façon différente si on est dans une région riche ou pas, d'une façon différente si on est dans une région de déserts médicaux, c'est un véritable problème, mais on pourrait ajouter le problème de la médecine de ville qui se casse la figure parce qu'il va plus y avoir de généralistes. Enfin, vous voyez, c'est tout un ensemble de problèmes, mais je pense qu'il y en a un autre, c'est un changement de société. D'abord, on est victime de la technique, c'est-à-dire, enfin victime. La technicisation de la société fait que ça a éliminé beaucoup de rapports humains, mais vous le voyez dans tous les domaines, pas seulement à l'hôpital, dans les entreprises. Dès lors qu'on se sert de la technique, il y a cet aspect, les liens humains ont tendance à se distendre. Mais je ne partage pas la vision noire de l'hôpital que j'observe depuis 25 ans, parce que tous les indicateurs prouvent qu'il y a eu des progrès. Les cancers, la mortalité a régressé, les UNV, il y en a près de 120 maintenant en France, alors qu'avant les AVC étaient pris en charge de façon... fallait avoir de la chance. Aujourd'hui, il y a quand même d'énormes efforts, que ce soit sur la technique et sur les professionnels, qui font que si on regarde le bilan des 25 ans de l'hôpital, on ne peut pas dire que les résultats sont calamiteux et moins bons qu'il y a 20 ans. C'est pas vrai, il ne faut pas avoir cette vision très misérabiliste de l'hôpital, qui est, à mon avis, en plus contre-productif, parce que ça ne va pas attirer les talents. Hein. Alors, le réflexe, je rejoins ce que disait M. Couturier, parce qu'il a raison de rappeler qu'il y a 25 ans, quand même, l'hôpital, un patient lambda, il ne pouvait même pas avoir son dossier médical. C'était quand même un autre monde, et ce qu'avait voulu faire Bernard Kouchner, c'est très très vrai, l'hôpital était une boîte noire. Nous, journalistes, on ne savait rien de l'hôpital puisqu'on comptait les lits. C'était l'indicateur de mesure de l'hôpital, c'est le nombre de lits qu'il avait. Et votre premier classement, il date de quand ? Le premier classement, ça s'appelait la liste noire des hôpitaux, c'était pas un palmarès, ça date de 1997, et on racontait quand même combien il y avait d'établissements de maternité qui devaient être fermés ou reconvertis. On avait été prudents, hein, dans lesquels il y avait des accidents. On racontait comment dans les maternités, il y avait des établissements qui avaient des taux de césarienne épouvantables, comment il y avait des établissements qui n'étaient pas aux normes au niveau anesthésique. On est quand même sorti de ce monde-là pour rentrer dans un hôpital quand même beaucoup plus moderne, beaucoup plus sécure, même s'il peut toujours y avoir des accidents, il y a des fautes, il y a des aléas. C'est quand même pas facile, l'hôpital. C'est dangereux par définition. On soigne des gens, c'est la vie, la santé, la mort. Bon. Donc, moi, je n'ai pas cette vision. Alors, c'est peut-être parce que maintenant, on fait les meilleurs hôpitaux. Je vais dans beaucoup d'hôpitaux, il se passe des choses absolument mais formidables pour les patients. Donc, je ne voudrais pas que les gens croient qu'il n'y a pas les moyens. Quand on regarde ce qu'on donne pour l'hôpital, la France, les assurés sociaux contribuables n'ont pas à avoir honte. C'est environ 11,9% du PIB. Je ne veux pas vous assommer de statistiques. C'est 1,4 point de PIB de plus que la moyenne des pays européens. C'est-à-dire qu'on consacre à notre système de santé l'argent qu'il faut. On vient de remettre là 12 à 18 milliards, et je suis d'accord avec M. Couturier pour dire qu'il faut attendre que cet argent irrigue l'hôpital. Mais enfin, il y a quand même une promesse, jamais une telle somme n'avait été donnée à l'hôpital. Donc il faut quand même... Moi, je suis un peu optimiste. Hein. Si je fais les meilleurs hôpitaux, c'est parce que je crois plutôt que les choses progressent dans le bon sens. Alors, ça va peut-être à l'encontre de tout ce que vous pensez ici, mais en tant qu'observateur, c'est plutôt ma vision. L'autre question qu'il faut se poser, c'est qu'en fait, il y a peut-être un problème de moyens, enfin de répartition des moyens à l'intérieur de l'hôpital. Mais la désaffection des soignants, elle vient après donc la crise Covid. Tout le monde est traumatisé par cette crise. Il y a plein de gens qui ont décidé de partir en province, de fuir les villes. Je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas aux soignants de l'hôpital. Hein. À plus forte raison à Paris, où la pression immobilière et les durées de transport font qu'on a peut-être envie de se dire « je vais aller en Bretagne, je vais aller dans le Midi ». Je signale quand même que les gens qui partent de l'hôpital, ils ne partent pas pour arrêter de travailler. Ils partent aussi parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du travail dans les cliniques privées, dans les mutualistes, dans d'autres hôpitaux. C'est une denrée rare, le soignant, le paramédical aujourd'hui. Justement. Donc il y a cette possibilité d'aller ailleurs. Et puis je pense, dernier point, qu'il y a autre chose, c'est que peut-être que le côté sacerdoce de l'hôpital d'il y a 20 ans, 15 ans, n'est plus le même aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens demandent à avoir une vie plus cadrée, avec effectivement pas des ruptures dans la journée. Ce qui était peut-être supportable il y a 15 ans ou 20 ans ne l'est plus aujourd'hui pour une nouvelle génération. Il faut revoir le management à l'hôpital. Il faut revoir le management, et puis il faut peut-être estimer qu'il faut... C'est pas anormal aussi de changer d'hôpital, de changer de région. Ça fait partie des nouveautés de la vie aujourd'hui. Dernier point, il y avait un très bon papier l'autre jour sur la Pitié-Salpêtrière où il y avait des médecins disaient de toute façon les responsables gouvernementaux, alors ceux d'aujourd'hui, mais
ils se disent oui, mais l'hôpital crie tout le temps, et finalement ils ont été héroïques devant le Covid. Donc la réussite de l'hôpital devant le Covid est finalement contre-productive parce que tout le monde se dit mais s'ils ont tenu avec un manque de moyens, comment qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, voilà. Très bien. Merci beaucoup François. On a une question de Baptiste pour vous. Oui, bonjour. Je suis actuellement, j'étudie un BUT gestion des entreprises et des administrations à l'IUT d'Evry. C'est concernant votre travail avec, en collaboration, Monsieur Vincent. Est-ce que vous pensez qu'il y a des points forts au niveau des rapports sur les cliniques dont peuvent s'inspirer les hôpitaux aujourd'hui ou des travers à éviter? Bon, c'est pas le même monde, hein. Les cliniques, d'abord, quand on fait les calculs à partir des bases de données, on voit qu'ils ne prennent pas typiquement le même genre de patients. Surtout, d'abord, les cliniques font très peu d'urgences, par exemple. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas dans le même registre. Ils font beaucoup de chirurgie, d'accouchement, beaucoup de cancers aussi, donc ils peuvent être très performants. Il y a dans le privé des établissements extrêmement performants, hein. Alors, mais c'est plus petit, les cliniques, vous comprenez. L'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est un monstre. On ne gère pas une clinique où il y a 300 personnes comme un hôpital où il y en a 10 000, quoi. Mais il y a sûrement des choses à prendre. Il est certain qu'il y a des organisations de blocs, mais enfin, je ne sais pas si c'est là. Je pense qu'il y a peut-être un autre type d'établissement qu'il faut regarder, c'est les mutualistes. Les mutualistes, je pense à Paris, à but non lucratif, à Montsouris, à la Croix-Saint-Simon, à l'évêché Saint-Joseph, qui prend des urgences. Où là, on n'a pas le même genre de management, et notamment les médecins, par exemple, j'en connais quelques-uns, sont payés plus cher, mais ils ne font pas de libéral dans les mutualistes. C'est un parti pris aussi. Donc je pense qu'il y a d'autres expériences dont l'hôpital pourrait se servir. Mais en sachant que l'hôpital, il a pour mission de tout faire. Il ne peut pas sélectionner. Donc c'est ça qui le rend différent des cliniques, des mutualistes qui peuvent dire « moi je ne prends pas les urgences, moi je ne fais pas telle discipline ». L'hôpital, il n'est pas dans cette position-là. Il doit vraiment tout faire. Il peut entraîner des lourdeurs. Donc, oui, c'est donc, mais il y a sûrement des choses dont on peut s'inspirer. Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va vous donner maintenant la parole. C'est à vous de poser des questions aux intervenants. Est-ce que Moi, qu'il y a des questions? J'ai une réaction ici à droite. Bonjour. Professeur Combe, je m'adressais à vous surtout parce que je suis une de vos anciennes externes et contrairement à la personne que vous avez croisée, j'ai continué médecine. Je voulais vraiment vous rejoindre profondément sur ce que vous avez dit sur la formation des étudiants en médecine. Moi aujourd'hui je suis interne en médecine générale. Je suis donc là vraiment un pur produit de notre formation. Je viens de la Pitié-Salpêtrière, etc. Et je témoigne que j'ai vraiment profondément souffert de nos études, vraiment, et que j'ai été aussi beaucoup chercher ailleurs, beaucoup de sens, c'est-à-dire que voilà, en fait, les études de médecine que moi j'ai vécues, c'est à 18 ans, on devient des machines à QCM, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, et A, B, C, D, E, de la première année jusqu'à la 6e année. C'est quand même très compliqué voilà, enfin, de se former autrement. Donc quand vous avez un cerveau de 18 ans et que vous lui donnez des QCM à manger pendant des années et des années, c'est quand même compliqué d'en faire un médecin humain. Qu'est-ce qui a fait que vous avez poursuivi et puis que vous... Et parce que je trouve que ce métier est magnifique. Et que vers quoi oui, vous êtes il a tournée, du sens. vous êtes ouverte vers quel autre... Ce métier a énormément de sens, ce métier est magnifique et je pense justement que c'est parce que ce métier a du sens, que c'est parce que ceux qui font ce métier de médecin, d'infirmier, de soignant trouvent que cela a du sens, qu'on a pu trouver en nous-mêmes des ressources énormes pour tenir face au Covid, parce que tout à coup, il n'y avait plus une question d'interdiction de ceci, cela, de mettre je ne sais pas combien de temps à remplir je ne sais pas quel bon pour avoir au bout de 2 heures éventuellement une ambulance de machin, de trucs de bidule, mais que tout à coup, tout le monde a retrouvé le sens de ce qu'il fait et du coup s'est mobilisé de manière commune pour ce sens et donc à déverrouiller des tonnes de choses qui ont fait que voilà, ça a du sens. Et en fait, nos études ont besoin de sens, ont besoin de retrouver du sens. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai été chercher ailleurs. J'ai été chercher de la philosophie, de l'anthropologie, des sciences humaines, de l'art, de la littérature.
Et il y a beaucoup d'intellectuels qui vont dans ce sens aujourd'hui pour dire qu'en médecine, on a besoin de réflexivité, qu'on a besoin de savoir, d'acquérir une pensée complexe. Voilà, c'est compliqué quand même de prendre en charge des gens alors qu'on n'a jamais réfléchi à qu'est-ce que c'est une personne, qu'est-ce que c'est le soin, qu'est-ce que c'est la médecine, etc. Bref, de donner du sens à notre métier. Et en fait, moi, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une crise chez les jeunes médecins, il y a des questions de burn-out, etc. Moi, je suis certaine que ce n'est pas du tout une question que les jeunes sont des flemmards, que avant on bossait plus, avant vous aviez beaucoup moins de droits que nous, vous n'aviez pas de repos de garde, etc. Nous, on a beaucoup de droits, on a nos demi-journées de formation, mais je pense que les jeunes médecins sont en fait en perte de sens et que ce qu'on appelle burn-out, c'est pas un burn-out, c'est une crise profonde de perte de sens du métier, une perte de sens presque anthropologique, quoi. Même qu'est-ce que c'est la santé? Aujourd'hui, la santé, l'OMS nous dit, c'est un état complet de bien-être mental, social, etc. Ben voilà, c'est très large aujourd'hui. Donc, je pense que les jeunes médecins ont besoin de retrouver le sens en faisant effectivement des humanités, de la philosophie, de l'anthropologie, et pas A, B, C, D, E sur des trucs microscopiques. Parfait, merci beaucoup de cette réflexion qui est une réflexion plus qu'une question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Bonsoir et merci. Je voudrais revenir sur les propos de Dr Fourreur, je crois. Ne croyez-vous pas que le sursaut ou la crise d'éthique clinique que vous avez pu constater, notamment au printemps de l'année dernière, peut, dans une certaine mesure, être lié au fait que la société, pour ne pas dire le monde politique, ne prend pas suffisamment rapidement en compte les interrogations sur la fin de vie. Et notamment, on l'a vu lors de la récente révision de la loi de bioéthique, dont, de façon caricaturale, et je m'excuse si ça paraît scandaleux, on a l'impression qu'elle a eu autant d'effets de souris que la COP26. Quelle crise éthique, pardon, vous parliez d'une crise éthique. Oui, le fait que vous nous avez dit qu'en avril dernier, je crois, beaucoup d'équipes ont dû se poser, mais vous disiez aussi en même temps, je crois, ne se sont pas assez posées, le problème de l'acharnement thérapeutique, soit parce qu'ils étaient sous la pression des patients et des familles, soit parce qu'on leur avait appris récemment qu'il ne fallait surtout pas interrompre très vite les espoirs irraisonnables. Et j'en parle ayant dans ma famille quelqu'un qui est resté 6 semaines en coma, Covid, dont 3 en réanimation et 3 à ne pas se réveiller. On a dit au mari que dimanche, lundi, je ne sais plus, on la débrancherait si le RCP, je crois, en décidait ainsi. Puis on lui a dit le soir, ben non, finalement, il y en a un qui n'était pas d'accord, alors on attend 2-3 jours. Cette personne est sortie de façon miraculeuse du coma et aujourd'hui court presque comme vous et moi. Donc, ce n'est pas du tout que je nie qu'il y ait des miracles. Mais je dis, est-ce que, justement, on ne fait pas assez le rapport entre le prix de la vie et le coût de la vie? Alors, les choses ont quand même... pas le pouvoir d'achat. Les choses ont quand même beaucoup évolué depuis les lois Leonetti, puis Claes-Leonetti en 2005 et 2016. Les choses se sont quand même beaucoup organisées à l'hôpital pour discuter justement de limitation en arrêt de traitement et de fin de vie. Donc ça, on peut reconnaître que ces lois ont beaucoup amélioré ces moments de prise en charge. Ceci étant, ce qui manque probablement aujourd'hui, et je ne suis pas sûr qu'une loi puisse y répondre, c'est probablement l'étape d'après, c'est-à-dire qu'une fois de plus, ce n'est pas que la technique et à quel degré il faut faire ou pas faire telle technique, c'est comment on tient compte du cas particulier, comment on tient compte de cette personne-là, de cette famille-là, comment elle s'intègre dans une logistique qui va très vite, et comment on donne les moyens aux uns aux autres de s'entendre.
Voilà, moi je comprends parfaitement que les médecins, ils n'ont pas que ça à faire, ou un réanimateur, il a certaines missions, certaines fonctions. C'est peut-être pas à lui de savoir tout gérer et tout entendre. D'où l'intérêt pour moi, et le Covid l'a montré, de multiplier des outils un peu novateurs, comme les cellules éthiques locales, qui permettent peut-être un peu plus de dialogue entre les uns et les autres. Est-ce qu'elles se sont développées, ces cellules éthiques, depuis la crise, justement, dans les établissements ? Bah oui, comme je disais, le Comité consultatif national d'éthique a recommandé finalement l'éclosion de ces cellules éthiques de soutien. Alors, c'était des cellules qui sont censées aider les équipes au moment de Covid, mais je pense qu'en fait, les personnes qui les ont mises en place étaient déjà intéressées par cette façon de faire, et je pense qu'elles vont persister après la crise. D'où un grand besoin d'ailleurs de formation pour savoir qu'est-ce qu'on appelle de l'éthique. Et ça veut dire quoi, faire de l'éthique, prendre une décision éthique? Et ça, c'est, à mon avis, un chemin qui est devant nous. Très bien. D'autres questions peut-être? Oui, monsieur? Bonjour. J'ai une fille de 25 ans qui commence son internat. Je vois avec surprise défiler le nombre d'heures de travail par semaine par rapport à la rémunération. C'est véritablement scandaleux. Pour quelle profession, monsieur? Pardon? Vous avez dit pour quelle profession? Pardon, j'ai pas entendu. Médecine interne. Médecine interne, pardon. Alors j'ai une autre question, c'est celle qui est abordée en début de présentation, c'est l'hôpital-entreprise. Et je m'adresse à vous, monsieur, qui semblez très compétent dans le domaine. Est-ce que la course à la tarification de l'acte qui va déterminer, si j'ai bien compris partiellement, le budget sur lequel pourra s'appuyer l'établissement hospitalier n'est pas une erreur fondamentale? Et est-ce qu'en faisant ça, on n'est pas passé à côté d'une véritable approche humaniste de l'hôpital et de l'ensemble, je dirais, de la société? C'est un peu Merci. une question qu'on vous a posée tout à l'heure. Hein. Ça se rapproche beaucoup. Je ne sais pas, peut-être que professeur Hartmann, vous souhaitez répondre? Oui, bien sûr. Vous avez raison. Le problème est venu de là. C'est comme ça qu'on en est arrivé à la situation actuelle. Parce que même le terme hôpital-entreprise, il est un peu curieux. Alors, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais l'hôpital ne pourra jamais être une vraie entreprise, heureusement, quelque part. Mais je reviens sur ce qu'a dit le collègue qui fait de l'éthique, sur le fait que le budget de l'hôpital, c'est un budget public et c'est un budget fermé. C'est pas, et je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que les besoins en santé de la population devraient partir de là. Quels besoins en santé de la population et quels choix les citoyens font, jusqu'où on va pour dialyser quelqu'un, jusqu'où on va pour transférer quelqu'un en réanimation, tous ces soins qui coûtent cher. Il y a des décisions citoyennes à prendre autour de ça. Donc le budget de la santé, c'est un budget qui est fermé. C'est une enveloppe par an qu'on appelle l'ONDAM, c'est voté, etc. Et on s'est mis à demander aux hôpitaux, à dire aux hôpitaux, il va falloir que vous payiez vous-même les réparations de vos bâtiments et il va falloir que vous empruntiez aux banques privées avec des emprunts coûteux, etc. Et les hôpitaux, c'est comme si on demandait un jour au lycée du coin, il va falloir que vous payiez vous-même vos réparations. Il y a un truc qui est assez absurde pour un service public. Et donc, les seuls moyens qu'ont eu les hôpitaux pour faire de l'argent, vous avez raison, parce qu'il fallait d'un seul coup des moyens, c'est de faire ce qu'on a appelé du séjour. Sur un lit, pendant un mois, il fallait qu'un maximum de patients rentrent, sortent, etc., pour que les caisses se remplissent. Mais les caisses, elles se remplissent avec de l'argent public. Elles se remplissent avec l'argent de la sécurité sociale, qui à un moment a dit, mais qu'est-ce que c'est que toute cette activité, tout cet argent qu'on est en train de donner aux hôpitaux? On n'en a pas tant que ça. Et donc la sécurité sociale, par séjour, elle s'est mise à donner de moins en moins d'argent. Donc c'est un jeu de dupes, c'est pas du vrai commerce quelque part. Heureusement. Et c'est comme ça que les hôpitaux, chaque année, on bossait de plus en plus. Moi, je devenais obsédée comme chef de service par « il est encore là, ça fait une semaine qu'il est là, ça n'a pas tourné sur la chambre 2 ». Vous voyez, on devenait quand même assez inéthique. Et en fait, à chaque fois, à la fin de l'année, on nous disait « ah, c'est bien, vous avez travaillé beaucoup plus que l'année dernière, mais la sécurité sociale va nous donner moins d'argent ». Ben oui. L'enveloppe, elle est fermée, les citoyens doivent décider ce qu'on fait avec. Et c'est comme ça qu'on a mis les hôpitaux en déficit. Et vous parliez tout à l'heure du Ségur. Oui, on entend parler de milliards. Mais la grande partie de cette somme,
elle va être faite pour régler une partie de la dette. On a endetté les hôpitaux et là, on va juste éponger un tiers de leur dette. Ça ne veut pas dire qu'on leur file des milliards pour fonctionner, embaucher. Ce n'est pas du tout ça l'ambiance. Hein. Je voulais quand même juste remettre les choses là-dessus. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut... Il faut refondre le financement des établissements aujourd'hui, justement. Ils sont repartis sur le même, la tarification à l'activité. Elle n'a pas changé. Ce qui fait qu'on entend à nouveau dire « Ouh là là, mais vous avez une infirmière qui est restée pour 10 lits, ça nous coûte de l'argent, il va falloir qu'on revoie tout ça. » Ça n'a pas changé d'un iota. Et je suis complètement d'accord sur le côté humanité des études de médecine, le fait que les décisions sont prises trop souvent par un médecin seul sur est-ce qu'on réanime ou dans son équipe. Mais il faudrait en effet que des cellules éthiques un peu coupées de ça s'en occupent. Et puis le juste soin, ce qu'on demande, c'est que le juste soin au moindre coût. On ne va pas se ruiner, on n'est pas là pour ruiner la société, mais c'est un choix citoyen à faire. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cet échange qu'on a depuis 1h30. Qui est très riche, qui est très intéressant et qui est en même temps effrayant de se rendre compte à quel point le système aujourd'hui ne fonctionne pas, alors que le système de santé devrait être au cœur de la cité, au cœur de la vie, puisque on peut tous être à même demain de devoir aller à l'hôpital pour avoir des soins parce qu'on tombe malade. J'ai moi-même été malade il y a quelques années en arrière, j'ai eu la chance d'être prise en charge pour mon cancer, d'être prise en charge par les meilleurs spécialistes ici à Paris. Effectivement, les inégalités de territoire ne sont pas les mêmes partout en France. Et déjà à l'époque, c'était il y a bientôt 10 ans, je voyais les difficultés à la fois au niveau des équipes, au niveau du temps alloué aux patients, d'infirmières qui n'avaient pas le temps. Elles voulaient prendre plus de temps avec les patients, mais n'en avaient pas. Les soignants, les médecins, les soignants, les internes passaient très peu de temps avec nous quand on venait en chimio, mais c'était très court. Et nous, face à ça, on est... En fait, ce que je trouve fondamental, c'est qu'à l'hôpital, c'est un univers clos fermé où tout le monde impacte sur les autres. C'est un peu comme un jeu de domino où le patient impacte sur les soignants, impacte sur les médecins, sur tout le monde. Et donc, si quelqu'un ne va pas bien, tout le monde ne va pas bien. Et à l'inverse, si quelqu'un va bien, tout le monde va bien. Et donc, le portrait que vous dressez aujourd'hui du système de santé actuel est terrible, et le monde hospitalier encore plus. Et la question que j'ai moi aujourd'hui en tant que citoyenne, puisqu'aujourd'hui je suis en bonne santé et que tout va bien, c'est moi en tant que citoyenne, comment aujourd'hui je peux aider à cette reconstruction de l'hôpital qui fait effectivement le sujet de cette table ronde. On sait que dans 6 mois on a les présidentielles, qu'à nouveau on va penser pour qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour les 5 ans à venir. Et la réflexion que vous menez aujourd'hui est très intéressante parce que pour moi elle va plus loin que dans 5 ans. C'est vraiment une refonte à moyen terme, à long terme de comment on veut aujourd'hui soigner les personnes qui tombent malades. Et du coup, comment nous, en tant que citoyens, on peut contribuer à faire bouger les choses, puisqu'on est dans une démocratie. Donc oui, d'accord, on a des institutions et on a des politiques qu'on élit pour prendre ces décisions. Mais aujourd'hui, nous, à notre échelle, comment nous, on peut contribuer à ce que ces sujets soient sur la table et qu'on puisse en parler. Poser la question au professeur Côme, peut-être? Vous croyez que je suis le mieux placé pour répondre à ça? Enfin, en tout cas... je pense qu'on a déjà répondu à cette question, en fait. Changement des conditions de travail, revalorisation salariale, réforme des études, réforme de la sélection des étudiants. Au niveau citoyen, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour... Au niveau citoyen, écoutez, se vacciner, pour commencer. Ne pas contester le fait de payer ses impôts. Vous voyez, parce que il faut savoir que les impôts, c'est la santé, c'est la police, c'est la justice, que tous ces services publics sont en souffrance, parce que là on parle beaucoup de la santé, mais bon, si vous parlez de la justice ou si vous parlez de la police, malheureusement vous allez avoir exactement les mêmes problèmes. Donc je pense qu'il faut s'inquiéter des services publics. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie d'avoir des bons services publics, que le monde entier nous envie, je vous rappelle, ou est-ce qu'on s'en fout des services publics? Voilà. Et dans ces cas-là, il faut expliquer aux gens qu'il faut payer des impôts, qu'il faut éviter l'évasion fiscale, etc., etc., etc. Voilà. Moi, je pense que justement, les citoyens, il faut qu'ils
Ils revendiquent ce qui est important pour eux, mais au regard de ce qu'ils connaissent, et justement de ne pas se laisser trop embarquer par ce qui concerne uniquement les médecins ou l'administration hospitalière. Je reprends l'exemple des personnes âgées, puisqu'on s'y intéresse quand même beaucoup au centre d'éthique depuis longtemps, et au-delà, au bout de quelques années, on a fini par monter l'association Vieux et chez soi. Non pas pour dire que, oui, on sait très bien que tout le monde veut rester chez soi et pas aller en EHPAD, mais on sait très bien que c'est une réalité aussi dont il faut tenir compte. Et aujourd'hui, ce qui se passe après Covid, c'est il faut redorer les EHPAD, il faut leur donner plus de moyens, plus de personnel et les remettre propres. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et là où les citoyens peuvent faire quelque chose, c'est probablement justement d'essayer une fois de plus de dire non, ça ne suffit pas. Si je dois aller en EHPAD, oui, je voudrais avoir un EHPAD suffisamment convenable, mais surtout, je voudrais des moyens pour ne pas y aller. Et ça, je pense que de plus en plus, il va y avoir des collectifs citoyens. D'ailleurs, on va monter bientôt un conseil national autoproclamé de la vieillesse. Donc, regardez sur Internet si c'est un sujet qui vous intéresse, pour justement peser dans le débat public et politique. François Mali, vous vouliez intervenir ? Moi, je vais plaider pour ma paroisse. Je pense qu'il faut que les citoyens soient d'abord informés. Alors, on a cette chance aujourd'hui quand même. Il y a 25 ans, quand nous, on a voulu enquêter sur l'hôpital, il n'y avait aucune info publique. Mais rien. Et quand on disait on voudrait avoir tel rapport, on nous regardait en disant mais jamais. On a dû saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour avoir accès aux documents, au PMSI, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même, à travers la presse, à travers les sites spécialisés, à travers, si je peux pousser les recherches plus loin, il y a quand même énormément d'informations sur l'hôpital. Et être bien informé, ça permet ensuite de proposer des vraies solutions, de savoir de quoi on parle. D'autant que c'est un milieu qui change tout le temps à cause des innovations, grâce aux innovations. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle, où en est la médecine de ville, où en est l'hôpital. Tout ça, c'est très compliqué. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut être très très bien informé sur le sujet. Sinon, on n'aura que des mauvais débats. Certainement. Mais pour autant, dans la gouvernance des établissements, aujourd'hui, il y a très peu de place laissée aux patients. Alors, je ne dis pas qu'il faut donner les commandes aux patients, mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour prolonger la question de tenir compte davantage de la vie, alors pas forcément que sur des questions médicales, mais aussi sur des questions d'organisation, de disposition de l'hôpital ? La seule nouveauté qu'il y a eu à l'hôpital pour les usagers, c'est les représentants des usagers, mais ça pèse pas très très lourd, c'est vrai. Mais d'un autre côté... Alors, si la proposition de refaire des états généraux de la santé, un grand projet, bon, alors il ne faut pas que ça accouche de rien, mais c'est vrai que quand on rappelle l'épisode de Bernard Kouchner, quand même, là, ça a accouché de trucs incroyables et qui aujourd'hui, il a laissé une empreinte forte. Et depuis, on n'a pas eu un Kouchner. Quand vous regardez tous les ministres de la Santé qui se sont succédés, peut-être qu'on paye ça aussi. Il faut dire que c'est un poste très exposé. Je rappelle que le seul ministre condamné dans l'exercice de ses fonctions, c'est un ancien ministre de la Santé. Il y en a, et voilà. Donc, comme le directeur général de la Santé, il est sur un siège éjectable toute la journée. Donc, on ne se précipite pas pour ce poste. Il vaut mieux être à des postes plus cool, sans problème, sans poursuite pénale, sans haute cour de justice. C'est difficile. Donc, il ne faut pas jeter l'anathème sur les uns ou sur les autres. Il faut essayer de se parler. Pour se parler, effectivement, il faut être bien informé, il faut avoir les infos. Et aujourd'hui, quand même, dans le pays du secret, on a accès à ces infos. Donc c'est assez impardonnable de tenir des débats où les gens disent n'importe quoi, il n'y a pas d'argent. Non, il y en a. Est-ce qu'il est bien utilisé, mal utilisé? Et dans tel hôpital, pourquoi ça marche dans tel hôpital? Pourquoi ça ne marche pas du tout là? Qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Un point sur la T2A. Avant, l'hôpital était payé de façon caricaturale, la même enveloppe tous les ans. Ceux qui faisaient rien entassaient un trésor de guerre. Ceux qui voulaient avancer n'avaient pas les moyens. On a tarifé à l'activité. C'est pas sot de dire on va payer les hôpitaux en fonction de ce qu'ils font. Mais le drame, c'est qu'on aurait dû adjoindre la qualité comme indicateur. On aurait dû dire on vous paye en fonction de ce que vous faites, mais surtout si c'est bien fait. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, mais on vous opère du dos, mais personne ne peut vous dire si l'indication, enfin c'est pas un critère de qualité. Donc il y a une débauche de curatifs qu'on pourrait peut-être stopper pour regagner des moyens. Et pour ça, il faut mesurer la qualité, il faut être informé sur la qualité. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question. Monsieur, oui. Oui, tout d'abord, merci pour ces débats qui étaient très intéressants.
Je voudrais savoir, bon, compte tenu de l'état, c'est un peu inquiétant, l'état de la santé tel que vous nous l'avez décrit, est-ce qu'il est possible, monsieur nous a dit que la France était le pays d'Europe, j'ai cru comprendre, qui avait le budget le plus élevé, je ne sais pas si c'est par habitant ou un des plus élevés. C'est comme tous les services publics français, il faut savoir que les Français payent 10% de PIB de plus que tous les autres pays. Donc quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, on dépense beaucoup plus que tous les autres pays. C'est un système très généreux et on paye. Donc, on n'a pas à avoir honte. Ce qu'on donne pour l'hôpital et enfin pour la santé en général est tout à fait honorable et même supérieur à la moyenne européenne. Oui. Donc ma question, alors je suis un contribuable et je suis content de payer les impôts à partir du moment où ils sont bien utilisés. Ma question, est-ce qu'il est possible de faire toutes les réformes dont vous avez parlé à budget constant? C'est-à-dire qu'on a un budget aujourd'hui, on a des, je ne sais pas combien de milliards qui ont été alloués à l'hôpital. Oui. Est-ce qu'il est possible, avec ce budget existant aujourd'hui, de faire les réformes qui, manifestement, sont indispensables dans l'hôpital? Non, mais ce budget, il augmente tous les ans. Il n'y a pas une année en 20 ans où le budget de la santé n'a pas augmenté. Admettons que le budget suive l'inflation. Est-ce qu'il serait possible de... Parce que mon sentiment, c'est que, vous l'avez dit vous-même, je crois, et d'autres personnes l'ont sous-entendu, mon sentiment, c'est que ce n'est pas seulement une question de moyens financiers. Non. Donc, imaginons que le budget augmente d'1% par an ou 1,5% selon l'inflation. Est-ce qu'on peut faire ces réformes qui sont manifestement urgentes et indispensables avec ce budget tel qu'il est aujourd'hui, qui augmenterait en fonction de l'inflation? La question, c'est est-ce qu'effectivement la réforme ne passe que par les moyens, quoi. Il y a des pistes. Alors, il n'y a pas que l'inflation, hein. Il y a le vieillissement de la population. Oui, voilà. Ouais. Et comme nous vieillissons, nous coûtons de plus en plus cher en termes de santé. Parce que ce n'est pas les jeunes qui consomment la santé, c'est les personnes les plus... Voilà. Donc c'est quand même essentiellement de là que vient le fait qu'on doit consacrer quand même de plus en plus d'argent à notre santé. Il y a des pistes de réflexion par rapport à ce que vous dites, parce qu'en effet, on n'a pas un budget. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des choix sur qui on soigne, le minimum, comment, jusqu'à quel âge, etc. Il y a une piste de réflexion en cours sur la grande sécu, je ne sais pas si vous avez entendu, alors ça fait beaucoup de débats. Hein. C'est l'idée qu'au lieu... Actuellement, il y a la sécu qui s'occupe de nos remboursements et ça coûte beaucoup en frais de gestion. Il y a nos mutuelles qui s'occupent du tiers payant et ça coûte beaucoup d'argent en termes de gestion, de frais de gestion. Donc il y a une espèce de débat qui va probablement traverser les présidentielles sur est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire tout payer par la sécu pour diminuer les milliards apparemment consacrés aux frais de gestion des mutuelles. Mais ça soulève d'autres questions. Mais voilà, c'est des pistes de réflexion pour où est-ce qu'on pourrait chercher de l'argent. Mais vous avez raison, c'est un choix. Est-ce qu'on continue à mettre beaucoup d'argent dans la santé ou est-ce qu'on en met dans d'autres services publics ou ailleurs? Très bien, merci beaucoup, professeur Hartmann. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci à toutes et à tous. Alors, vous l'avez vu, même dans la tourmente, l'hôpital public garde de fervents défenseurs. Et nul doute que le sujet va s'inviter dans la campagne présidentielle et que le prochain président de la République ne pourra pas s'affranchir de réformer à nouveau le système de santé et l'hôpital en particulier. Nous verrons s'il le fera, quoi qu'il en coûte. Il y a une manifestation le 4 décembre pour soutenir l'hôpital public, donc ça peut être un geste citoyen aussi, à Paris, l'après-midi. Très bien, le mot est passé. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne fin de soirée.